Vous êtes fan de jiu-jitsu brésilien et vous aimeriez bien avoir les conseils d'un expert, que ce soit en préparation physique ou en préparation mentale, que ce soit en self-défense ou en compétition, Frédéric Rabert, qui a été 2 fois vice-champion d'Europe, vous livre ses secrets. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Frédéric Rabert, que je laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Frédéric Rabert, je suis professeur de jiu-jitsu brésilien en Haute-Marne dans le département 52. J'ai 2 académies, une à Chaumont et une à Montigny-le-Roi. Merci beaucoup Fred, et bien entendu, on mettra le lien de tes académies juste en dessous pour que tout le monde puisse te retrouver. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours compétitif, s'il te plaît? D'accord, j'ai été plusieurs fois champion de France, vice-champion de France. J'ai été vice-champion d'Europe, j'ai fait une fois 3e en 2013. Champion de Suisse, j'ai été également plusieurs fois. Et j'ai aussi combattu à l'extrême soumission en Belgique, où ce sont des combats qui se passent à la soumission, comme le Métal Maurice, ce genre de compétition où il y a pas de points, où ça combat pour la finalisation. Super, donc vous voyez, Fred, c'est pas un débutant, il est là, il va vous parler en tant qu'expert, et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir des compétiteurs de haut niveau qui viennent parler avec vous en toute franchise. Je tiens à le remercier parce que c'est super sympa de le faire, il fait ça bénévolement, juste pour réussir à faire connaître le JJB, se faire connaître un peu mieux, et surtout nous aider à nous, tout comme Maxime l'avait fait, dont on vous remettra l'interview juste en bas. Moi, j'avais une question, c'est combien de temps tu pratiques en moyenne pour arriver à ce niveau? Parce que tu as quand même un excellent niveau et j'imagine que ça ne s'est pas fait en un jour. Je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis 15 ans. J'ai pratiqué pendant, on va dire, 13 années tous les jours, du lundi au dimanche, et même pendant les compétitions 2 fois par jour. Aujourd'hui, je m'entraîne un peu moins et je m'entraîne en général 4 à 5 fois par semaine. Alors, du coup, il y a 2 questions qui me viennent par rapport à cette réponse. La première, c'est comment tu as fait pour tenir le coup physiquement? Est-ce que tu as des astuces pour tenir le coup physiquement? Parce que quand on s'entraîne tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, c'est pas évident. Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que tu t'entraînes moins? Est-ce que c'est parce que ton corps prend de l'âge ou est-ce que c'est parce que tu es coach et donc tu as moins le temps de t'entraîner toi? Pour la première question, oui, c'est très difficile de s'entraîner tous les jours, dans le sens où le corps subit. On va dire que jusqu'à 35 ans, ça m'a pas posé de problème. À partir de 35 ans, j'ai senti quand même des effets sur le corps qui étaient difficiles. J'avais du mal à récupérer. Aujourd'hui, je m'entraîne un peu moins aussi, question familiale, car j'ai passé ma vie à faire du jiu-jitsu et j'étais jamais là chez moi. Donc, c'est très important aussi que je m'occupe de ma famille. C'est une réponse tout à fait légitime. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir faire la part des choses et c'est pas évident. D'ailleurs, tu dis que tu as passé ta vie à faire du jiu-jitsu. Est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui? Non, je ne vis pas du jiu-jitsu, hein. Je suis en association, loi 1901. Je ne vis pas du tout du jiu-jitsu. J'ai toujours fait ce sport parce que je suis fan du sport et pas pour l'argent. Si je voulais en vivre, je pense que ça serait possible, mais il faudrait aller dans des grandes villes type Paris, Marseille, Lyon, où là, on touche beaucoup de monde. Ici, à la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Merci pour cette réponse et puis merci pour ton dévouement. J'ai envie de dire, c'est grâce à des personnes comme toi que les arts martiaux peuvent exister en France. Malheureusement, réussir à gagner sa vie avec les arts martiaux, c'est difficile et c'est beaucoup d'abnégation que de réussir à dire je mets ma vie de famille de côté et je continue à enseigner. Et pourquoi justement tu continues à pratiquer? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à rester motivé? On va dire que pour moi, le jiu-jitsu, ça fait partie de ma vie. J'ai commencé très tôt. Je ne me vois pas vivre sans jiu-jitsu. Ça fait partie de mon cœur. C'est le sport où je me suis le mieux retrouvé. J'ai fait d'autres sports avant, comme le sanda, le kung-fu, beaucoup d'autres sports. Et le jiu-jitsu m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est comme si je commençais encore aujourd'hui, même en étant ceinture noire, quoi. Tu arrives à garder l'esprit du débutant en fait. C'est surtout, pour moi, ce qui en ressort, hein, c'est que tu apprends tous les jours et que tu arrives à garder l'esprit de débutant. C'est ce dont on parlait dans notre article Shoshin, dont je vous mettrai le lien, mais c'est vraiment hyper important pour garder la passion, je pense, que de réussir à rester comme ça, humble et à apprendre tous les jours. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs vis-à-vis du JJB? Alors mes objectifs aujourd'hui, ils sont assez simples. On va dire que donc chez moi en Haute-Marne, j'ai 2 académies, hein, une à Chaumont et une à Montigny-le-Roi. Mais j'ai aussi des structures qui me représentent, comme à Auxerre et comme à Besançon, qui sont des académies affiliées à mon académie. Moi, je suis affilié à l'académie Jackson Polo, qui se trouve à Lille. Donc, j'essaie de développer le jiu-jitsu de mes académies
et surtout de développer mon jiu-jitsu pour mes élèves, qu'ils évoluent le mieux possible pour les emmener en compétition. Donc tes objectifs personnels, en fait, tu les as mis de côté. Maintenant, c'est vraiment un objectif de coaching et d'accompagnement. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je veux me concentrer maintenant à 100% sur mes élèves et mes équipes, quoi. Et c'est vraiment super, mais du coup, comment tu fais pour concilier les arts martiaux et le travail? Parce que tu as une vie de famille, tu as un travail, tu as tes 2 académies. Comment tu fais pour arriver à concilier tout ça? Alors là, c'est une très très bonne question qui pour moi, une chose qui est vraiment difficile, où les gens ont du mal à se rendre compte, je pense, c'est que je travaille dans la sécurité à côté, je travaille énormément la nuit. C'est difficile pour moi de concilier les deux, mais j'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'aide. Ma femme, mes amis, mes élèves qui m'aident à faire tourner mon académie. Il faut tenir le choc, c'est difficile des fois, mais c'est ma passion avant tout, quoi. Ben, encore une fois, hein, c'est l'esprit d'abnégation, réussir à continuer même quand on est fatigué parce que, beh, j'imagine qu'avec ton travail, des fois, tu dors peu, tu travailles de nuit et il faut quand même que tu ailles, t'entraîner. Est-ce que tu as des élèves, du coup, tu parlais de tes élèves, tu as des élèves qui peuvent, te suppléer un jour où tu es malade ou est-ce que tu es complètement obligé d'annuler le cours? Non, tout à fait. J'ai beaucoup d'élèves qui m'aident. Comme je t'ai dit, c'est génial, hein. J'ai des gens comme Fanou qui font mes cours à Montigny quand je ne suis pas là. Sur Chaumont, c'est Stéphane. J'ai toujours un élève qui est présent pour m'aider. Et pour moi, une académie, c'est ça qui est important. On ne peut pas fonctionner tout seul. C'est important, les gens qui sont autour de toi, quoi. C'est une réponse que j'aime beaucoup, hein. On ne peut pas fonctionner tout seul. C'est quelque chose qui est vraiment à retenir pour moi. Dans tous les cas, les arts martiaux, c'est pas seul. C'est pas fait que pour soi, même si c'est un art martial qui est individuel ou comme le karaté ou quelque chose comme ça, où on peut travailler seul, hein, comme les katas. C'est pas fait pour rester seul. Il y a que l'entraide qui fait qu'on évolue. Est-ce que tu es attiré par d'autres disciplines? Est-ce que tu vas des fois faire des stages dans d'autres disciplines ou est-ce que pour toi, il y a vraiment que le JJB? Alors oui, il y a beaucoup de disciplines que j'aime. J'ai pas forcément le temps de la pratiquer. Mais je pense que j'aurai le temps. J'aimerais beaucoup faire de la lutte libre. Mais il y a beaucoup de disciplines que j'ai pratiquées, hein. J'ai pratiqué énormément de pieds-points avant de venir au JJB. Mais aujourd'hui, je me concentre 100% sur le JJB car ça prend, on va dire, énormément de temps pour moi. À 90%, de mes cours sont faits de JJB et 10%, on va dire, de Gracie Jiu-Jitsu, quoi. Est-ce que, pour les néophytes totalement dans le JJB, tu peux différencier justement le JB du Gracie Jiu-Jitsu, par exemple? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le problème qui se passe, hein, enfin, pour ma part, enfin, pour moi, c'est que dans tous les clubs, en général, on enseigne le jiu-jitsu sportif, qui est de marquer des points, qui est de gagner par stratégie, qui n'est pas forcément le cas en Gracie Jiu-Jitsu, qui a été développé par Elio Gracie, où la self-défense rentre en compte, et aussi l'aspect MMA, où beaucoup de combattants de Jiu-Jitsu ne savent plus combattre en MMA, car ils travaillent un système des berimbolo, des choses, des gardes de la riva, des choses où tirer la garde, hein, comme on en a déjà discuté ensemble. C'est des choses qu'on ne peut pas faire en MMA ou dans la rue. Pour moi, les deux sont vraiment importants dans le jiu-jitsu brésilien. Et moi, je travaille forcément les deux. J'aime l'aspect jiu-jitsu brésilien pour le combat MMA ou pour le combat de rue. Et aussi, j'aime le jiu-jitsu de compétition où c'est pour moi une stratégie et un petit défi personnel de monter sur le tatami. Et ça m'amène à une autre question qui est, tu parles souvent de vrais ou de faux combattants, de vraies ou de fausses disciplines sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui différencie selon toi un vrai combattant d'un faux combattant? Alors oui, je rigole parce que c'est vrai que je parle souvent sur les réseaux sociaux de mythojutsu, hein, comme l'a fait beaucoup de monde. Pour moi, la self-défense pure est vraiment certaines vidéos, hein, que je vois sur Facebook me font peur, car je ne comprends pas comment les gens peuvent adhérer à des choses aussi catastrophiques. Il faut rester réaliste sur les choses et surtout ouvrir les yeux. On peut pas demander à une femme de 50 kilos d'arriver à se défendre contre une personne qui est en général en fait 80 et souvent alcoolisée quand il vient agresser une femme. Tout est bon à prendre, je pense, mais c'est l'engagement du professeur qui est le plus important. Ne pas raconter de bêtises,
Et pour moi, la chose la plus importante, alors un vrai combattant, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, dans le sens où n'importe quel art martial, il peut avoir des vrais combattants. C'est l'information que le professeur va donner qui est important pour moi. Les défenses au couteau ou les défenses avec armes, c'est des choses que je ne travaille pas du tout, qui sont pour moi irréalisables, surtout les armes à feu. Le couteau, encore pourquoi pas, travailler quelques défenses au cas où on ne peut pas fuir. Mais je pense réellement que c'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, il y a une très grande mode de la self-défense, hein, comme le Krav Maga et le Panchak Silat et tout ça. Je pense qu'un vrai combattant doit savoir ce que c'est que de prendre des coups, savoir ce que c'est que de prendre des soumissions, de savoir ce que c'est d'avoir un adversaire qui ne se laisse pas faire, surtout. C'est surtout ça qui est important. Car la plupart de la self que je vois, c'est que du travail à répétition. Et pour moi, ça en perd réellement son efficacité, quoi. D'accord, donc pour toi, vraiment, c'est le côté réaliste dans la résistance qui impose la self. Après, ouais, c'est vrai que moi, j'ai connu diverses écoles. Chacun son ressenti. C'est intéressant d'étudier les deux. Par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est il est impossible ou c'est quasiment impensable qu'une femme de 50 kilos puisse se défendre contre un homme de 80 alcoolisé. C'est difficile, il y a peu de chances qu'elle y arrive, mais est-ce que tu penses que du coup, ça vaut pas le coup d'essayer de lui donner des armes si elle a envie d'en apprendre, quitte à ce que ça ne fonctionne pas ce jour-là, mais au moins qu'elle ait des bases pour réussir. Si elle ne peut pas fuir, comme tu l'as dit, bien entendu, en self-défense, la meilleure défense, c'est la fuite. Je suis à 100% d'accord avec toi, Marvin. Apprendre à une femme de 50 kilos, je suis pour, je le fais d'ailleurs. C'est seulement le seul problème que je reproche à ces gens-là, c'est de leur faire croire qu'ils vont réussir à s'en sortir. C'est juste ça le problème. Moi, ça m'arrive d'avoir des femmes de 50 kilos qui viennent me voir pour que je leur fasse des cours de self et de jujutsu, hein, de Gracie Jujutsu. Je suis pour, mais la première chose que je leur explique, c'est déjà que c'est très très compliqué pour une femme de s'en sortir face à un homme. Après qu'elles aient le droit d'apprendre, bien sûr, si elles ont un pourcentage de 10% de chance en plus de s'en sortir, c'est magnifique. Mais attention aux professeurs, ne racontez pas n'importe quoi, ne dites pas avec ce genre de choses, allez vous en sortir dans la rue, c'est complètement faux. Pour travailler dans la sécurité, je peux vous assurer que c'est bien, bien, bien plus compliqué que ça, quoi. Je te remercie, hein, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis ici. Après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est à la limite acheter un pistolet, c'est illégal en France. Et on a bien vu ce que ça donnait aux États-Unis, c'est celui qui a le plus gros qui gagne. Donc après, c'est la peur, comme tu le disais, et la peur qui est véhiculée notamment par les médias, etc., qui pousse à l'immédiateté de la self-défense. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'autrefois, il n'y avait pas cette immédiateté et finalement, les gens étaient moins stressés quand ils venaient apprendre et ils étaient plus relâchés. Je ne sais pas si tu as le même ressenti, mais moi, ça fait 5-6 ans que les gens arrivent et sont beaucoup plus crispés alors qu'avant, ils étaient relâchés, ce qui fait qu'ils apprenaient mieux et plus rapidement au final. Oui, Marvin, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense réellement, je change un peu de débat, mais je pense réellement qu'aujourd'hui, en France, ça fait 15 ans que j'enseigne le Jiu-Jitsu et j'ai vu l'évolution. J'ai été m'entraîner dans de nombreux pays, comme le Brésil, la Chine. Il y a 15 jours, j'étais aux États-Unis m'entraîner, beaucoup de pays. Je trouve qu'en France, les gens aussi ont envie d'apprendre très, très vite. Et je pense que c'est un problème, dans le sens où ils voudraient devenir ceinture noire en 2 ans et devenir très fort en 2 ans. La chose impossible. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, hein, il ne faut pas aller trop vite. Devenir ceinture noire, c'est avoir un passif, avoir un corps qui s'est formé avec le temps, une technique, et ça demande effectivement le temps, hein. On dit qu'il faut 10 000 répétitions pour rentrer un mouvement. Je vais passer sur un tout autre sujet, et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu le fonctionnement de la compétition en JJB. Alors, la compétition en JJB, hein, c'est très simple, hein. C'est un sport où on travaille énormément le sol. Le combat démarre debout. C'est un sport qui vient, hein, du judo, hein, en général, hein. On va dire qu'en judo, le but est de marquer par ippon ou d'immobiliser au sol. Nous, on a le droit à tout ce qui est projection de lutte, projection de judo. Et ensuite, arrivé au sol, le combat ne s'arrête jamais, sauf si on sort du tatami. Ensuite, le but est vraiment de finaliser son adversaire par des clés articulaires et tout ça. Il y a aussi tout un système de points qui fait qu'en compétition, ça reste pour moi un jeu. Et c'est là qu'il faut être très intelligent pour se former une stratégie et essayer de s'y tenir durant le combat, quoi.
Alors, je voulais également savoir, comment tu appréhendes, chaque compétition? Est-ce que tu les as toutes de tu vas à une compétition toujours, de la même façon? Est-ce qu'il y en a où tu es plus stressé selon l'enjeu? Voilà, comment tu fais pour appréhender ces compétitions à l'avance, que ce soit 3 mois à l'avance ou 2 heures avant? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est tous un peu différents là-dessus. Moi, en général, je prépare une compétition 2-3 mois avant. Je commence réellement à monter progressivement sur mes entraînements pour arriver vraiment à un entraînement dur, très dur, même un mois avant la compétition. Le plus important, c'est que j'arrête les entraînements physiques et durs une semaine, voire 15 jours avant pour travailler vraiment que de la répétition, que du drill, que de la technique. La compétition reste une chose réellement difficile en jiu-jitsu brésilien. Le niveau évolue sans arrêt et les jeunes combattants qui arrivent derrière deviennent très très forts. Enfin, je suis très content de voir l'évolution du JJB en France avec la CFJB qui fait vraiment du bon boulot, hein, des compétitions qui rassemblent énormément de monde. Je pense que le jiu-jitsu a un bel avenir devant lui. Tu disais, justement que le jiu-jitsu avait un bel avenir, devant lui. Je suis tout à fait d'accord et selon moi, c'est dû à 2 points. Le premier, c'est que le jiu-jitsu brésilien est toujours en train d'apprendre des autres disciplines et le second, c'est que le jiu-jitsu brésilien limite pas mal les blessures. On est sur, de la pratique au sol, essentiellement, comme tu le disais, même s'il y a les projections, mais c'est quand même beaucoup moins traumatisant, par exemple, que le judo où on va aller, s'arracher, faire des grosses arrachées, des grosses projections sur les épaules, ou des choses comme ça, où on a les acromios, le dos, les genoux qui prennent beaucoup plus. Est-ce que tu as eu des grosses blessures et comment tu les as gérées du coup, au final? Alors, c'est une très bonne question. Pour le fait que le judo, où on prend vraiment des grosses boîtes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un sport que j'adore car on peut le pratiquer jusqu'à très très tard et très vieux si le corps le permet. Oui, j'ai eu quelques blessures dans ma carrière, mais rien d'important. J'ai vraiment eu qu'une épaule où j'ai eu une opération dessus. Mais le reste, on va dire que c'est des petits bobos. J'ai eu un pied de cassé sur une clé de cheville, mais bon, rien d'exceptionnel, et une épaule. Mais pour moi, comme j'ai expliqué avant, le jiu-jitsu est vraiment un sport où on se blesse beaucoup moins que certains d'autres sports de combat, type la boxe pied-point que j'ai pratiqué, où souvent dans les entraînements, on ne peut pas pratiquer à 100% de notre explosivité, de notre force, car on se blesserait tout le temps. Le jiu-jitsu, c'est vraiment le sport que j'aime, justement, car on peut pratiquer à 100% de notre possibilité au niveau explosivité, au niveau force, à l'entraînement, hein, je parle bien sûr, sans pour autant se blesser ou sans pour autant arriver à des choses où on prend des projections, où on se fait mal. C'est souvent pour ça d'ailleurs que dans différentes académies, le combat démarre à genoux pour éviter les blessures sur les projections, quoi. Du coup, moi, j'avais une autre question, c'est-à-dire que quand tu sais que tu vas affronter un adversaire ou que tu vas tomber sur un certain type d'adversaire sur les compétitions, parce qu'on arrive toujours à le savoir, hein, quand on est sur du haut niveau comme toi, est-ce que tu adaptes ta préparation physique et ta préparation mentale à ces adversaires ou est-ce que finalement, tu fais toujours la même chose et tu te dis que tu vas donner le meilleur de toi-même dans tous les cas? Oui, Marvin, oui et non. Non, je n'adapte pas ma préparation physique par rapport à mon adversaire, car c'est difficile de savoir sur quel adversaire je vais tomber au premier tour. Les gens que je combats sont souvent les mêmes, car en ceinture noire, on se rencontre souvent les mêmes, sauf bien sûr au championnat d'Europe ou des grosses compétitions comme ça internationales, où là, on ne connaît pas forcément nos adversaires. Mais je n'adapte pas ma préparation par rapport à mes adversaires. J'adopte ma stratégie surtout. Je travaille énormément en drill pour travailler ma répétition technique et je travaille forcément aussi la préparation physique qui est pour moi important dans notre sport. Sans préparation physique, aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué de pouvoir rivaliser car souvent dans des grosses compétitions comme les championnats d'Europe ou des choses comme ça, il y a 6, 7 voire 8 tours à passer. C'est vraiment très très physique. Et encore une fois, hein, la préparation physique fait partie de la formation du combattant. C'est important de ne pas la mettre de côté et surtout, de bien l'incorporer, comme tu le disais tout à l'heure, dans ton schéma préparatif. C'est-à-dire, on va augmenter les entraînements à telle date, savoir ralentir au bon moment. C'est quelque chose qui est important pour pas arriver cramé le jour de la compétition non plus.
Tu es arrivé, donc tu disais, 2 fois second, notamment en Europe et est-ce que tu penses que tes adversaires t'ont plutôt battu grâce à leur technique, grâce à leur physique ou grâce à leur mental? Alors, je pense réellement sur la demi-finale des championnats d'Europe de 2013, où je tombe en finale contre un Japonais hein, qui était vraiment très très bon techniquement. Je pense que ce qui a joué réellement, c'est le mental. J'étais fatigué et à un moment, on était tous les deux kiff-kiff au niveau des points. Et j'ai relâché à un moment où il était en train de passer ma garde, car j'étais vraiment épuisé physiquement. Et à ce moment-là, il a passé et a gagné la finale 3-0, où là, réellement, c'est un des plus mauvais souvenirs justement qui me reste en compétition, quoi. Et du coup, suite à ça, tu as travaillé sur, ta prépa mentale ou du coup, bah, tu as continué juste à t'entraîner et tu t'es pas posé de questions sur cette préparation-là? Oui, je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions en rentrant chez moi. J'ai changé ma façon d'entraînement sur la préparation physique. Au niveau technique, je pense que mon jiu-jitsu était kiff-kiff au sien. Ce qui a vraiment joué, c'est le fait que lui n'a pas lâché et que moi j'ai lâché. Donc c'est une partie du mental qui a lâché, mais la partie mentale qui a lâché, c'était à cause du physique, car j'étais vraiment épuisé et c'est ce qui a fait que pendant un dixième de seconde, j'ai lâché et il en a profité pour passer et ça m'a coûté la victoire, quoi. Alors, moi là, en tant que préparateur mental, je me permets de te donner une astuce. Hem, il faudrait peut-être travailler sur le discours interne. C'est-à-dire qu'au moment où ton physique commence à lâcher, mettre même à l'entraînement un discours qui va te permettre de tenir le coup. Après on pourra en parler en off si tu veux. Moi j'ai un article qui est prévu dessus, mais qui va pas arriver tout de suite. Mais ce discours interne permet justement de se dépasser au moment où on arrive, complètement au bout. Quelle est, selon toi justement, la place de la préparation mentale pour un combattant? Est-ce que tu y laisses un peu de temps ou, est-ce que pour toi, en fait, c'est vraiment la préparation physique qui amène à la préparation mentale? Je sais pas, est-ce que tu mets des routines en place, des choses comme ça? La préparation mentale, pour moi, est très, très, très important aussi, hein. Pour moi, un combat, c'est 80% de mental et 20% de technique, hein, et pas l'inverse. Souvent, les combattants qui sont sur le haut du podium, c'est grâce à leur mental qu'ils arrivent à gagner. C'est pas forcément grâce à leur technique. Alors, je me suis un peu trompé sur le pourcentage. Je dirais plus 60% mental, 20% technique et 20% physique. Mais pour moi, la partie mentale reste vraiment une énorme, énorme proportion pour gagner un combat. Voilà, moi j'aime définir la préparation mentale en disant que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir tirer le meilleur parti, de nous ce jour-là. S'il y a pas de préparation physique, s'il y a pas de préparation technique, on pourra tirer le meilleur parti, mais il y aura pas grand-chose. Par contre, si, on n'est pas bien physiquement, mais qu'on a un bon mental, on va quand même pouvoir, y aller et s'arracher. Ou si alors on est bien, c'est là qu'on arrive à rentrer dans ce qu'on appelle la zone de flow et à vraiment réussir à performer totalement. Est-ce que tu stresses plus quand tu as un combat près de chez toi ou loin de chez toi ou est-ce que ça change rien du tout? Alors non, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, le stress fait partie du combat. Le but, c'est vraiment que je me sers de ce stress pour le transformer en positif, pour pouvoir avoir, au moment venu, les capacités explosives que je recherche. Pour moi, le stress fait partie intégrante d'un combattant. Celui qui me dit qu'il n'a pas de stress, pour moi, n'est pas un vrai combattant. Forcément, il y a du stress, il y a toujours de l'enjeu. Chacun gère le stress à sa manière. Moi, j'essaie de le gérer différentes façons, hein, mais il y a des combats où j'arrive à transformer mon stress très très bien, d'autres un peu moins. C'est justement là où est l'enjeu, quoi. Et justement, alors c'est très intéressant ce que tu dis, hein, réussir à transformer le stress, parler du bon stress qui donne l'explosivité, je suis 100 d'accord, hein, le stress, c'est ce qui met le corps en alerte et du coup, comment tu fais toi pour travailler cette transformation du stress? Faire en sorte que ce soit un bon stress plutôt qu'un mauvais stress qui te paralyserait? Alors ça, c'est une très très bonne question, hein, d'accord. Je pense qu'on est tous différents à ce niveau-là. Moi, j'essaie de travailler énormément sur ma respiration, comme je t'ai dit, sur la visualisation du combat. Et si le stress monte un peu trop, j'essaie de me vider la tête en écoutant des choses qui me tiennent à cœur. Ça m'aide énormément à rentrer dans mon combat. Ensuite, je pense que c'est vraiment important, je vous dis, les jours avant, de visualiser qu'une fois le jour J, qu'on ait moins de pression sur notre dos, quoi. D'accord, donc visualisation et après, beh, du coup, tu as parlé de ces routines en fait que tu fais, avant, respiration et cetera.
c'est très intéressant et je pense que de toute façon, ça fait partie de la préparation, intégrante, de tout combattant qui arrive à haut niveau. Il faut avoir une routine avant de monter sur les tatamis. Est-ce que toi, tu as, un cas concret de routine que tu mets en place? Est-ce que, par exemple, tu te dis: «À 5 minutes, je fais ça, à 10 minutes, je fais ça», ou, est-ce que tu le fais plus au feeling? Alors, je le fais plus au feeling, mais on va dire que ça reste quand même un rituel qui est souvent engagé de la même façon. Pour ce qui est de la respiration, j'essaie de faire de l'hyperventilation, j'essaie de faire des choses comme ça hein, qui m'aident à me détendre. J'essaie de faire un peu de relaxation, un type de yoga que je pratique. Et ensuite, j'essaie de rentrer dans le dur en finissant avec de la musique assez lourde qui va me donner l'impulsion pour monter sur le tatami, quoi. Super, c'est une routine qui est très intéressante parce qu'elle est crescendo et elle te donne vraiment, en fait, d'abord le retour au calme et après l'apport d'énergie. Je trouve ça vraiment très complet. Dis-moi, pour tout ce qui est de la préparation physique, je voulais savoir si tu y consacrais beaucoup de temps à côté ou au contraire, est-ce que c'était majoritairement fait en club par la répétition technique et par les combats d'entraînement? Alors ça, c'est très très bonne question, encore une fois, car il y a du pour et du contre. Moi, dans ma façon de voir les choses, je consacre pas énormément de temps à la préparation physique. J'essaie de m'entraîner en gros 3 fois par semaine sur une séance qui dure pas plus de 45 minutes, hein, comme en CrossFit d'ailleurs, où je travaille énormément le poids de corps. Je ne travaille pas avec des machines. J'aime beaucoup travailler en pliométrie, toutes ces choses-là. Je trouve que la machine type musculation classique n'est pas performée pour le jiu-jitsu brésilien. J'aime beaucoup le crossfit et je trouve que c'est beaucoup plus adapté au sport de combat. Je suis assez d'accord avec toi, hormis certaines pratiques vraiment spécifiques. Mais si on n'est pas suivi par un coach, la pliométrie permettra d'avoir de bien meilleurs résultats. Et de plus, la pliométrie permet de vraiment travailler sur la réactivité et la vitesse de réaction, ce que ne permet pas forcément et avec aisance les outils et les machines, même si on peut y arriver. Est-ce que tu utilises quand même des outils de base en poids de corps comme les élastiques, les kettlebells, des choses comme ça, les échelles de vitesse, j'imagine, des choses comme ça? Est-ce que tu utilises ou est-ce que tu utilises plus totalement ton poids de corps et tu vas aller chercher à te mettre en déséquilibre pour te renforcer, comme du handstand ou des choses comme ça? Alors oui, 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 tout à fait. J'utilise quand même des appareils, hein, des kettles, j'utilise, hein, bien sûr, des élastiques, j'utilise aussi. J'utilise beaucoup de gilets lestés. Hein, je travaille beaucoup tout ce qui est traction, les push-ups, les dips, les pompes, enfin tout ce travail du poids de corps que j'utilise beaucoup. Je travaille beaucoup aussi le cardio en type CrossFit. J'aime travailler des séances qui durent hein, pas longtemps, mais qui sont très intenses, quoi. Souvent, je vais dans des salles de musculation où les gens restent des heures. Moi, non. Je reste pas très, très, très longtemps dans les salles où je fais des woods en général qui durent 45 minutes, mais qui sont très, très, très intensifs, quoi. Super. Et du coup, notre question encore sur ta préparation physique, je t'embête avec, mais c'est important, je pense, pour nos auditeurs. Est-ce que de suite après, tu fais un travail en rapport avec le JJB? Je te dis n'importe quoi comme ça. Tu vas faire du saut sur boîte. Et est-ce que juste après, par exemple, tu vas remettre ça au JJB en travaillant l'attaque, par exemple, debout, avec un déplacement vif? Ou est-ce que tu attends, par exemple, le soir de rentrer au club pour le faire? Voilà, est-ce que tu as vraiment quelque chose d'immédiat derrière en remédiation technique? Non, non, Marvin, non, pas du tout. Je travaille exclusivement la préparation physique dans une salle. Je fais des exercices typiquement pour le jiu-jitsu brésilien, mais une fois ma séance finie, je rentre chez moi, je me relaxe et je repars au cours le soir. Super, donc tu scindes vraiment les 2 en fait, OK, c'est intéressant. Après, je pense que c'est totalement pertinent, vu le nombre d'entraînements que tu as, et maintenant on va rentrer un peu dans ton ressenti par rapport à la pratique. Quel est ton meilleur souvenir lors de ta pratique? Ah, j'ai eu énormément de bons souvenirs. Hein. C'est pas forcément des victoires de combat. Hein. C'est aussi la rencontre avec les gens. Souvent, j'ai eu énormément d'adversaires comme les frères Gaillard ou des gens comme ça qui sont vraiment mes amis. On se rencontre, on se met la guerre sous le tatami. Une fois fini, on est amis, on mange ensemble, on peut aller boire un verre ensemble. Il y a beaucoup de gens comme ça hein, que j'apprécie énormément dans le monde du jiu-jitsu. Et c'est pour ça que j'aime ce sport. C'est les rencontres, c'est pour moi les meilleurs souvenirs que j'ai en jiu-jitsu, quoi. Je suis pas étonné du tout de ta réponse en fait, parce que c'est
à chaque fois que je parle avec un pratiquant, on revient tous sur la même chose. Plus que la discipline, c'est l'humain qui est important, hein, les liens qu'on crée, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et que ce soit quelque chose de compétitif ou pas, une fois qu'on sort des tatamis, voilà, c'est fini, on s'entend bien, on prend un coup ensemble, et c'est vraiment ça qui est magique. Et du coup, quel est le pire souvenir lors de ta pratique? Le pire souvenir dans ma pratique, je pense que c'était vraiment réellement en 2013, hein, sur cette finale de Coupe d'Europe où j'étais bien avant le combat, où j'avais gagné les tours précédents qui n'étaient pas forcément faciles face à des gens très forts. J'étais très content de mon résultat. Et de suite, suite à ma baisse de régime en finale, j'ai été réellement déçu de cette Coupe d'Europe 2013, qui est pourtant un bon résultat, mais j'étais déçu où j'ai adapté mon entraînement derrière par la suite. Je pense que justement, les moments qui te déçoivent dans le sport, ils te servent de force pour rebondir. Et je pense que la défaite, des fois, est plus importante que la victoire. Alors là, encore une fois, je suis 100 d'accord avec toi, et j'aime beaucoup la citation qui est, «On n'apprend que de ses erreurs», ou soit je gagne, soit j'apprends. Et je trouve qu'en France, on a un vrai problème, sur l'erreur, sur l'échec, où on stigmatise, comparé à d'autres pays où l'échec, c'est quelque chose de normal. Tu le disais tout à l'heure, tu voyages beaucoup, et il y a d'autres pays où on dédramatise, on prend le temps d'apprendre. En France, on veut de suite réussir. D'ailleurs, on a consacré un article sur l'erreur et voir comment on peut en tirer parti pour progresser. Je vous mettrai le lien, juste en dessous. Est-ce que tu as un exercice préféré en préparation physique? Alors, en préparation physique, il y a des exercices que j'aime beaucoup, hein, comme je t'ai dit, hein, tout ce qui est burpees, traction, pompe, abdos, travailler vraiment beaucoup le poids de corps. Il y a d'autres exercices que j'aime pas du tout, type la course à pied. J'essaie de travailler vraiment mon cardio d'une différente manière. Mais en préparation physique, j'aime beaucoup tout ce qui est CrossFit et surtout le travail du poids de corps. Je travaille un petit peu d'haltérophilie en CrossFit, mais ça reste un minimum. Super, je te remercie. Et c'est marrant parce qu'il y a énormément de pratiquants, ça revient toujours. Je déteste la course à pied, ça me fait rire. Et donc en préparation mentale, tu nous disais tout à l'heure que tu adores la visualisation, mais est-ce qu'il y a un exercice de préparation mentale que tu n'aimes pas du tout faire, qui te bloque? Oui, il y a certains trucs que j'aime pas trop faire. Souvent, avant une compétition, hein, c'est de regarder les combats, de regarder son adversaire, des choses comme ça qui vont nous mettre plus la pression qu'autre chose. Sur ma préparation mentale, j'essaie de me concentrer uniquement sur ma respiration, sur ma visualisation d'avant-combat, et je me concentre à 100% là-dessus. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais voir plus souvent dans les dojos? Oui et non, hein. Après, chacun a sa méthode. Je pense qu'il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres. Chacun a la sienne. Aujourd'hui, des exercices. Je reproche juste à certains clubs justement de se consacrer justement comme je t'ai expliqué tout à l'heure sur le jiu-jitsu sportif et pas du tout sur le côté un jiu-jitsu adapté pour le MMA qui est pour moi vraiment important. Et plus beaucoup de clubs le font en France. Et je trouve que c'est dommage, hein, ce sont les racines de notre sport. Ce qu'a fondé Helio Gracie, et ce que font encore les frères Gracie aux États-Unis aujourd'hui, qui sont un peu critiqués car ils font beaucoup de business là-dessus, mais je trouve réellement que cette partie du jiu-jitsu est vraiment intéressante. Et à contrario, est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais faire disparaître des dojos, ou un comportement? Alors là, c'est une très très bonne question aussi. Il y a souvent des choses que j'aime pas quand je vais m'entraîner dans d'autres académies. C'est lors des randonnées où les gens s'assoient devant moi sans se mettre à genoux. En gros, c'est rentre dans ma garde. Moi, je suis un gardéros et je veux travailler sur le dos. C'est des choses que j'aime pas beaucoup quand je vais tourner avec des gens. Je pense qu'un combat doit démarrer à 50-50. Autrement, je trouve ça un peu facile de m'asseoir par terre et d'attendre que l'adversaire vienne et dire en gros, rentre dans ma garde. Moi, je veux travailler par terre et c'est comme ça. Voilà, c'est un peu mon petit coup de gueule. Et surtout que si tu appliques en fait la même attitude, il y a plus de combat en fait. Vous vous asseyez, vous restez face à face. Non, enfin, je suis pas expert du JJB, mais ça me donne un peu cette impression. Ouais, tout à fait. Pour moi, le combat du jiu-jitsu, on parlait hier sur un poste de tirer la garde.
tirer la garde fait partie intégrante du jiu-jitsu brésilien. Je ne peux pas renier cette chose. Moi, j'aime le combat debout, j'aime le combat où on emmène l'adversaire au sol, j'aime aussi tirer la garde des fois, mais je ne m'assois pas devant un adversaire lors d'un randori où le combat n'a encore pas démarré. Comme tu as précisé, si les deux s'assoient par terre, ça finit en garde assise et ça dénature un peu le jiu-jitsu brésilien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est dommage quand on limite à un seul aspect de la pratique. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un coach qui débuterait aujourd'hui? Un coach, pour moi, aujourd'hui, ne doit pas être là que dans la pratique martiale. Il doit être là aussi pour ses élèves quand ils ont besoin. Ça, pour moi, c'est la première des choses. Chez moi, mon académie, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Hein. J'ai ma famille, j'ai ma femme, mes enfants. Et ma deuxième famille, c'est mes amis qui sont sur le tatami avec moi. Ça, c'est super important en tant que coach. Après, je pense qu'il faut aussi être là quand ils ont besoin, s'ils ont besoin de conseils ou de choses comme ça sur leur pratique. Je suis toujours présent de toute façon, hein, que ça soit par message. Tous mes élèves ont mon numéro, tous mes élèves me contactent régulièrement pour des cours privés ou des choses comme ça. J'essaye de vraiment les aider au mieux possible. Ouais, tu es vraiment dans l'accompagnement et dans le club familial et je trouve ça très beau. Je vois de plus en plus de clubs qui deviennent des clubs, j'ai envie de dire, de consommation. Les gens, ils viennent, ils payent et ils viennent faire leur cours, ils s'en vont. Presque, ils se disent pas bonjour. Et c'est un peu dommage, justement, dans nos disciplines où l'humain est au cœur de cette pratique. Et est-ce que tu aurais un conseil à un débutant, quelqu'un qui commence le JB, qui a 1 ou 2 ans, comme moi, par exemple? Est-ce que tu aurais un conseil à me donner en tant que débutant? Alors ça, c'est la question que j'adore. J'adore parce qu'on me la pose souvent et souvent, je suis obligé de recadrer là-dessus. Hein, d'accord. Quand on démarre le jiu-jitsu brésilien, c'est très, 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 très difficile. Car souvent, on sert un peu de serpillière à tous les gradés, surtout quand on a un petit physique comme moi. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, j'ai été ceinture blanche aussi. Hein. Je faisais 57 kilos à l'époque et je peux t'assurer que c'était pas simple du tout. Pour moi, quand on démarre le jiu-jitsu, il faut vraiment persévérer. Il y a vraiment un cap à passer et le cap, il est très très long. Il faut pas relâcher ses efforts et surtout ne pas travailler en force pour ça va nous combler en fait la technique. Il faut essayer de souvent quand on démarre le jiu-jitsu, on a un peu que la force pour s'en sortir et on utilise la force tout le temps et surtout il faut pas perdre de patience parce que je vous dis hein, on sert souvent de serpillière à nos camarades hein, qui sont plus gradés que nous. Alors, pour revenir un peu sur le jiu-jitsu, on démarre en ceinture blanche, où là, on ne connaît pas grand-chose. On arrive ceinture bleue, où là, on pense qu'on est bon, mais on n'est pas bon, en fait. Hein. On est bon parce qu'on on commence à connaître le jiu-jitsu, mais on n'est pas forcément bon dans sa pratique. À partir de ceinture violette, où là, vraiment, on connaît vraiment le jiu-jitsu brésilien pour moi. Et, euh, et c'est vraiment là, pour moi, la plus belle ceinture en jiu-jitsu brésilien, car on fait que de grandir notre jeu. Mais pour moi, le maître mot pour un débutant, c'est la patience et ne pas se décourager et continuer. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que toi, en tant que débutant, c'est le conseil que tu aurais voulu recevoir, c'est-à-dire ne pas se décourager? Ou est-ce que tu aurais un autre conseil en plus que tu aurais vraiment aimé qu'on te donne? Par exemple, un conseil technique que tu as mis du temps à cerner et finalement, si on te l'avait donné, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être progressé beaucoup plus vite. Alors là, Marvin, c'est une super question aussi, car je suis en train de mettre en place une chose dans mon académie où je pense réellement que pour moi, la technique n'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre le jiu-jitsu, mais pour moi, le plus important, c'est d'apprendre les concepts. Les concepts, c'est plus important que la technique en elle-même. C'est comment arriver à une chose euh, d'un point A à un point B. Et pour moi, le plus important, pourquoi on y arrive à ce point A B, sans pour autant penser que à la technique. Les concepts sont pour moi vraiment très, 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 très importants dans ma pratique. Alors, j'adore cette réponse parce que ça rejoint totalement ma philosophie et celle du maître de notre école hein, qui dit souvent la technique est un outil pour comprendre les principes. Hein, c'est parce on a compris le déséquilibre qu'on va faire tomber quelqu'un. C'est pas parce qu'on fait la technique comme il faut. C'est parce qu'on a compris le timing qu'on va rentrer au bon moment. Voilà, c'est vraiment ces principes ou ces concepts, comme tu les appelles, qui permettent de comprendre.
Et vraiment, j'adore cette réponse. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cette interview et que je ne t'ai pas posée? Non, pour moi, tu as posé des questions qui ont été très pertinentes pour la compétition, pour la discipline en elle-même, qui est un sport que j'admire beaucoup. Après, j'ai eu différents problèmes avec le judo, hein, comme beaucoup ont pu voir. Mais je veux vraiment dire une chose, c'est que je dénigre pas du tout cette discipline qui est pour moi vraiment une belle discipline, le judo. C'est juste dommage que ça dérive un peu, mais c'est vraiment c'est l'origine de notre sport à tous, je pense. Voilà, c'est important que je le précise, quoi. Je te remercie et voilà, je te remercie de ton entièreté. C'est vrai que quand tu penses quelque chose, tu mâches pas tes mots et du coup, on sait où on en est et je trouve que c'est très bien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui changent d'avis tout le temps, qui ne s'expriment pas clairement sur leurs opinions. Au moins, avec toi, on sait ce que tu penses et voilà, c'est une des raisons qui me donne vraiment envie de pratiquer avec toi et si un jour je passe à Chaumont, je viendrai t'embêter. Et j'ai une dernière question et c'est est-ce que toi, tu aurais une question à me poser, une question que tu aurais voulu me poser? Oui, Malvin, ben, bien sûr. La question, c'est depuis quand pratiques-tu le jiu-jitsu et quelle ceinture es-tu? Alors moi, je pratique, j'ai commencé en fait en club il y a maintenant 15 ans. Avant, en fait, j'étais asthmatique. Ma mère m'interdisait la pratique des arts martiaux et c'est mon frère qui m'a inscrit discrètement. Elle savait pas qu'en fait, il m'a amené au jiu-jitsu. Il a 9 ans de plus que moi, il pratiquait et du coup, il m'entraînait déjà avant. Mais j'ai commencé en club vraiment il y a 15 ans et maintenant, nous, on est sur un système de 6 dan et j'en suis à 3e dan. Mais pour moi, voilà, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure, les dan, les ceintures. Au bout d'un moment, ça compte plus. Ce qui compte réellement, c'est l'intensité de la pratique et le fait de le faire sincèrement. Voilà, comme tu disais, des attaques franches, ne pas simuler outre mesure. Voilà, on est là pour progresser ensemble, mais il faut pas être trop gentil. Réussir aussi à ouvrir son esprit. C'est pour ça que je me suis mis au jiu-jitsu brésilien pendant un certain temps, enfin depuis peu. Avant, j'ai fait du karaté, j'ai fait un peu de boxe française pour compléter ma discipline. Mais voilà, c'est pour moi, au-delà du grade, ce qui est important, c'est de continuer à comprendre les principes et à avancer dans cette compréhension-là. Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Oui, tout à fait, hein, c'est très, tu as lancé des très bonnes remarques, hein. La pratique n'est pas forcément la ceinture, c'est surtout l'homme qui fait la ceinture, hein. C'est vraiment le mot le plus important, je pense, de cette interview. C'est pas la ceinture, c'est surtout l'homme qui fait la ceinture. Super, merci vraiment pour cette interview, c'était super sympa. Alors pour tout le monde, vous inquiétez pas, on met le Facebook de Frédéric, on met également le site pour retrouver son académie. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser directement sur Facebook. Vous pouvez lui poser en commentaire sous l'article ou sous la vidéo. Et on fera bien sûr remonter tout ça à Frédéric, ne vous inquiétez pas. Frédéric, je te remercie et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Marvin. À très vite. Choubaï.